Bonjour à tous. Dites-moi s'il vous plaît, de quelle ville nous écoutez-vous aujourd'hui? Laissez-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui fera glacer votre sang. Une histoire que les murs du château de Vincennes gardent secrète depuis plus de 400 ans. Nous sommes en 1510. La France pleure. Le roi Henri IV vient d'être assassiné par Ravaillac dans les rues de Paris. Mais ce que l'histoire officielle ne raconte pas, c'est ce qui s'est passé dans les couloirs sombres de Vincennes les semaines suivantes. Des disparitions mystérieuses, des corps retrouvés au fond des oubliettes, des cris étouffés dans la nuit. Le château de Vincennes n'est pas simplement une forteresse médiévale. C'est un labyrinthe de pierre où les secrets se cachent dans chaque recoin. Avec son donjon de 52 mètres de haut, le plus haut d'Europe, il domine la campagne environnante comme un géant de pierre gardant des secrets millénaires. Imaginez des murs épais de plusieurs mètres, des escaliers en colimaçon qui descendent dans les profondeurs de la terre, des cellules humides où la lumière du jour ne pénètre jamais. C'est ici que notre histoire commence. Une histoire de pouvoir, de trahison et de mort. En cette année 1610, le château grouille d'activité. La régente Marie de Médicis vient d'accéder au pouvoir pour gouverner au nom de son fils, le jeune Louis XIII, qui n'a que 9 ans. Mais le pouvoir attire les prédateurs. Les nobles complotent, les conseillers murmurent. Et dans l'ombre, quelqu'un tue méthodiquement tous ceux qui pourraient révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé lors de l'assassinat du roi. Le premier à disparaître fut Jacques de Montmorency, un capitaine de la garde royale. Un homme loyal, intègre, qui avait juré de protéger le roi jusqu'à son dernier souffle. Le soir du 16 juin, après avoir quitté une réunion secrète dans la Sainte-Chapelle du château, il n'est jamais rentré chez lui. Sa femme a alerté les autorités, mais personne ne semblait s'en soucier. Il a dû partir en mission, disait-il. Il reviendra. Mais Jacques ne revint jamais. 3 jours plus tard, un garde fait une découverte macabre en descendant dans les oubliettes pour nourrir les prisonniers. Au fond d'un puits abandonné, flottant dans l'eau glacée, le corps de Montmorency, étranglé. Ses yeux grands ouverts fixaient le cercle de lumière loin au-dessus de lui. L'enquête fut étouffée immédiatement. Pas de questions, pas de témoins. Le corps disparut, et avec lui, tous les indices. Mais ce n'était que le début. Car dans les semaines qui suivirent, d'autres corps commencèrent à apparaître, toujours dans les endroits les plus isolés du château, toujours étranglés de la même manière, toujours des personnes qui avaient un lien avec les derniers jours du roi Henri IV, qui tuait dans l'ombre de Vincennes, et surtout, pourquoi? Mais avant de vous révéler l'identité du meurtrier et les secrets terrifiants qu'il protégeait, je dois vous supplier. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Nous travaillons dur pour vous apporter ces histoires incroyables et vraies. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche et aidez-nous à continuer ce travail. S'il vous plaît, votre soutien signifie tout pour nous. Et maintenant, plongeons plus profondément dans ce mystère sanglant. Pour comprendre les assassinats de Vincennes, nous devons d'abord comprendre le château lui-même. Car Vincennes n'est pas un simple monument historique. C'est une machine de guerre, une prison, un palais et un tombeau, tout à la fois. Construit au XIVe siècle par les rois de France, le château de Vincennes servait de résidence royale et de forteresse défensive. Ses murs ont vu des naissances royales, des mariages somptueux, mais aussi des tortures, des exécutions et des morts suspectes. Le donjon, cette tour massive qui domine tout, contient 6 étages. Chaque étage raconte une histoire différente. Au sommet, les appartements royaux, avec leurs plafonds voûtés et leurs cheminées monumentales. Au milieu, les salles de conseil où se décidait le destin du royaume. Et tout en bas, les oubliettes. Descendons ensemble dans ces profondeurs. L'escalier en colimaçon est étroit, glissant. L'humidité suinte des murs. Plus nous descendons, plus l'air devient rare, chargé d'une odeur de moisissure et de désespoir. Les marches sont usées par des siècles de passage, gardiens traînant des prisonniers hurlant vers leur destin. Au fond, les cellules.
Certaines ne sont que des trous creusés dans la pierre, à peine assez grandes pour qu'un homme puisse s'allonger. D'autres sont des cachots plus spacieux, mais tout aussi terrifiants. Ici, la lumière du jour est un souvenir lointain. Le temps n'existe plus. Seule existe la pierre froide, l'eau qui goutte du plafond et le silence brisé par les cris des rats. C'est dans ce décor digne de Dante que notre deuxième victime fut découverte. Marguerite de Valois, non pas la célèbre reine Margot, mais une dame de compagnie de Marie de Médicis portant le même nom, était une femme intelligente et observatrice. Trop observatrice, peut-être. Elle avait l'habitude de noter dans son journal tout ce qu'elle voyait et entendait à la cour. Le 2 juillet 1610, moins de 3 semaines après la mort de Montmorency, Marguerite ne se présenta pas au lever de la Régente. Ses servantes trouvèrent sa chambre vide, son lit intact. Mais sur sa table, son journal était ouvert à une page particulière. Une page où elle avait écrit quelque chose de troublant. Aujourd'hui, j'ai vu le cardinal en conversation secrète avec l'homme que tout le monde croit mort. Celui qui était censé avoir disparu dans le massacre. Que signifie cela? Que cache-t-on? J'ai peur d'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Le reste de la page avait été arraché, déchiré avec violence. On retrouva Marguerite 2 jours plus tard dans une cellule des oubliettes. Une cellule qui, selon les registres officiels, était vide depuis des mois. Elle gisait sur le sol de pierre, étranglée comme Montmorency, mais avec un détail terrifiant supplémentaire. Sa langue avait été coupée. Un message était clair. Ceux qui parlent trop meurent. Mais qui était cet homme censé être mort dont parlait Marguerite? Et quel rôle jouait le cardinal dans tout cela? Car en 1610, plusieurs cardinaux gravitaient autour du pouvoir, chacun avec ses propres ambitions et secrets. L'enquête officielle, encore une fois, fut bâclée. Une tragédie, dirent-ils. Elle a dû surprendre des voleurs et ils l'ont tuée. Mais personne ne croyait vraiment cette version. Comment des voleurs auraient-ils pu entrer dans le château le plus gardé de France? Comment auraient-ils pu traîner un corps dans les oubliettes sans être vus? Non, la vérité était bien plus sinistre. Quelqu'un à l'intérieur du château, quelqu'un avec du pouvoir et de l'autorité orchestrait ces meurtres. Et il fallait découvrir qui, avant que d'autres innocents, ne perdent la vie. C'est alors qu'entre en scène un homme qui allait changer le cours de cette histoire, François de Bassompierre, un colonel des Suisses et un proche du défunt roi Henri IV. Contrairement aux autres courtisans, Bassompierre refusa de fermer les yeux. Il avait aimé son roi comme un père, et il sentait qu'il y avait un lien entre ces meurtres et l'assassinat royal. En secret, la nuit, Bassompierre commença sa propre investigation. Il interrogea les gardes, soudoya les serviteurs, fouilla les archives, et ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Car les meurtres de Vincennes n'étaient pas des crimes passionnels ou des actes de folie. C'était une opération calculée pour effacer toutes les traces d'un complot qui allait jusqu'au sommet du pouvoir. Un complot qui impliquait la mort du roi lui-même. Mais qui était derrière tout cela? La réponse va vous choquer. Restez avec nous. Mais d'abord, je vous en supplie, si vous aimez cette histoire, si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous, cliquez sur ce bouton, c'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer à produire ce contenu pour vous. S'il vous plaît, on a besoin de vous. François de Bassompierre n'était pas un homme ordinaire, soldat décoré, poète, diplomate. Il possédait une qualité rare à la cour, l'intégrité. Et c'est cette intégrité qui allait le mettre en danger mortel. Pendant des semaines, il mena son enquête dans l'ombre. Il découvrit des choses étranges, des ordres de transfert de prisonniers qui n'existaient pas dans les registres officiels, des gardes mutés mystérieusement après avoir été de service certaines nuits particulières, des sommes d'argent considérables retirées du trésor royal sans justification. Puis, une nuit de pleine lune, Bassompierre fit une découverte qui allait tout changer. En examinant les appartements de Montmorency, la première victime, il trouva cachée dans une fissure du mur une lettre écrite de la main de Montmorency lui-même, probablement la veille de sa mort. La lettre disait «
Si vous lisez ceci, c'est que je suis mort. Je sais trop. J'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. Le jour de l'assassinat du roi, j'étais de garde près de la rue de la Ferronnerie. Mais ce n'est pas Ravaillac qui était censé tuer le roi. Ravaillac n'était qu'un fou, un instrument. Le vrai assassin devait être un autre, mais quelque chose a mal tourné. Le plan a changé au dernier moment. Et maintenant, tous ceux qui savent la vérité sont en danger. Le vrai commanditaire est proche du trône. Si proche qu'on ne le soupçonnera jamais, il efface méthodiquement toutes les traces. Je suis le suivant sur sa liste. Après moi viendra Marguerite, puis Leclerc, puis peut-être même vous, Bassompierre, si vous lisez ceci. Cherchez dans la Sainte-Chapelle, sous la 3e dalle à droite de l'autel, là se trouve la preuve. Le cœur de Bassompierre battait la chamade. Qui était ce mystérieux commanditaire? Et qu'est-ce qui était caché sous la Sainte-Chapelle? Mais il devait être prudent. Si le meurtrier découvrait qu'il savait, il serait le prochain à finir au fond d'une oubliette. Il attendit 3 jours, observant les mouvements dans le château, notant qui allait où et à quelle heure. Finalement, une nuit sans lune, il se glissa dans la Sainte-Chapelle. L'édifice gothique, avec ses vitraux magnifiques, était plongé dans l'obscurité. Seules quelques bougies brûlaient devant l'autel, projetant des ombres dansantes sur les murs. Bassompierre compta les dalles. 1, 2, 3, là. Il sortit son poignard et commença à soulever la dalle. Elle était lourde, mais pas scellée. Quelqu'un l'avait déjà déplacée récemment. En dessous, une cavité. Et dans cette cavité, un coffret en bois. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines de lettres échangées entre plusieurs personnes de haut rang. Et au fur et à mesure qu'il les lisait à la lumière vacillante des bougies, la vérité horrible se révélait. Le complot pour assassiner Henri IV n'avait pas été l'œuvre d'un fou isolé. C'était une conspiration impliquant plusieurs nobles qui voulaient voir Marie de Médicis au pouvoir. Ravaillac avait été manipulé, poussé à l'acte par des agents provocateurs qui avaient exploité son fanatisme religieux. Mais le plan original était différent, plus sophistiqué. Ravaillac devait être l'appât, attirant l'attention pendant qu'un vrai assassin professionnel frappait. Sauf que Ravaillac, dans sa folie, avait agi trop vite, tuant le roi avant que le plan ne soit complètement exécuté. Et le nom qui revenait encore et encore dans ses lettres, celui qui avait orchestré tout cela, c'était Concino Concini, le favori de Marie de Médicis, l'homme le plus puissant de France, après la régente elle-même, Concini, cet Italien arriviste qui avait épousé Leonora Galigai, la confidente de Marie de Médicis. Concini qui avait accumulé titres, terres et richesses depuis la mort du roi. Concini qui contrôlait maintenant pratiquement tout le royaume à travers son influence sur la régente. Bassompierre eut un frisson. Il tenait dans ses mains la preuve d'une haute trahison. Mais cette preuve signait aussi son arrêt de mort. Un bruit, derrière lui. Il se retourna brusquement. Dans l'ombre de la chapelle, une silhouette se détachait, puis une autre, et une troisième. Des hommes masqués avançaient vers lui, sortant de derrière les piliers. Ils avaient des cordes dans les mains, les mêmes cordes qui avaient étranglé Montmorency et Marguerite. « Bonsoir, colonel Bassompierre », dit une voix familière. Une voix qu'il connaissait bien. L'homme retira son masque. C'était le capitaine Vitry, le chef de la garde du château, un homme supposé être loyal. Mais là, dans ses yeux, Bassompierre ne vit que la mort. « Vous êtes trop curieux pour votre propre bien », continua Vitry. « Le maréchal Concini envoie ses regrets. Mais vous comprenez, nous ne pouvons pas vous laisser vivre avec ce que vous savez. » Bassompierre n'était pas du genre à se laisser faire. En un éclair, il dégaina son épée. Le combat éclata dans la chapelle, le bruit de l'acier contre l'acier résonnant sous les voûtes gothiques. Il était un excellent bretteur, mais ils étaient 3 contre 1. Un homme l'attaqua par la gauche, un autre par la droite. Vitry restait en arrière, observant, attendant le moment propice. Bassompierre para, riposta, toucha un de ses assaillants à l'épaule. Mais il recevait aussi des coups, une entaille sur le bras, une autre sur la joue. Le sang coulait, rendant son épée glissante. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner ce combat. Il devait fuir,
Mais comment? Les portes étaient gardées, les fenêtres trop hautes. Alors, il fit la seule chose possible. Il se précipita vers l'autel, saisit une des grandes bougies et la jeta sur les tentures. Le feu prit immédiatement, se propageant rapidement. Dans la confusion et la fumée, Bassompierre courut vers une porte latérale qu'il savait mener au toit. Il l'atteignit, l'ouvrit, se précipita dehors. Mais est-ce qu'il réussit à s'échapper? Et même s'il s'échappait, qui le croirait? Concini était trop puissant. Marie de Médicis elle-même était peut-être impliquée dans le complot. La vérité est encore plus terrifiante que vous ne l'imaginez. Et les meurtres ne faisaient que commencer. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, partagez cette vidéo. Nous voulons continuer à vous raconter ces histoires incroyables, mais nous avons besoin de vous. Cliquez sur le bouton rouge maintenant. S'il vous plaît. Bassompierre courait sur les toits du château de Vincennes comme un homme possédé. Derrière lui, les cris de ses poursuivants résonnaient dans la nuit. La fumée de l'incendie qu'il avait provoqué s'élevait dans le ciel, alertant toute la garnison. Il savait qu'il avait peut-être 1 heure, peut-être moins, avant que tout le château soit en alerte. Il devait cacher les lettres en lieu sûr, puis trouver quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Mais qui? Concini avait des espions partout. Les tuiles d'ardoise étaient glissantes sous ses pieds, une fausse manœuvre, et c'était une chute mortelle de 20 mètres. Mais Bassompierre était motivé par quelque chose de plus fort que la peur, la justice. Il devait survivre pour révéler la vérité. Il atteignit le bord du donjon et regarda en bas, une cour intérieure. Des gardes couraient dans tous les sens, certains vers la Sainte-Chapelle en flammes, d'autres scrutant les toits. Il était piégé. Non, attendez. Là, une corde utilisée par les maçons qui réparaient les murs, elle pendait le long de la façade nord. C'était risqué, terriblement risqué, mais c'était sa seule chance. Il se laissa glisser le long de la corde, ses mains brûlant à cause de la friction. À mi-chemin, il entendit un cri. Quelqu'un l'avait repéré. Des archers couraient se prendre position. La première flèche siffla près de son oreille. La deuxième se planta dans son manteau, manquant sa chair de quelques centimètres. Il accéléra sa descente, se laissant presque tomber les derniers mètres. Il atterrit lourdement, se tordit la cheville, mais se força à se relever. La douleur était terrible, mais l'adrénaline la rendait supportable. Il boitilla vers les écuries. Les chevaux hennissaient, nerveux à cause de l'agitation. Bassompierre choisit le plus rapide, un étalon noir nommé Tempête. Il n'avait pas le temps de sceller. Il monta à cru, serra les flancs de l'animal avec ses jambes et partit au galop. Les portes du château, elles étaient fermées. Les gardes se précipitaient pour barrer le passage. Mais Bassompierre connaissait un autre chemin. Une poterne dans le mur est utilisée par les serviteurs pour sortir discrètement. Elle était petite, à peine assez grande pour un cheval, mais c'était sa seule option. Il dirigea Tempête vers ce passage. L'étalon comprit, accéléra. Les sabots résonnaient sur les pavés. Ils approchaient du mur à une vitesse folle. « Il est fou !» cria un garde. « Il va se tuer !» Bassompierre se coucha sur l'encolure du cheval. La poterne approchait, plus vite, et ils passèrent. Les pierres de l'arcade effleurèrent ses jambes, mais ils étaient dehors, libres. Derrière eux, les cris de rage des gardes. Devant eux, la forêt de Vincennes, sombre et protectrice. Il chevaucha pendant 1 heure avant d'oser s'arrêter. Dans une clairière isolée, il descendit de cheval et examina les lettres qu'il avait cachées dans sa chemise. Par miracle, elles étaient intactes. Mais maintenant, que faire? À qui pouvait-il les montrer? Concini contrôlait la cour. Marie de Médicis ne le croirait jamais, ou pire, elle était peut-être complice. Le jeune Louis XIII n'avait que 9 ans et était sous l'influence totale de sa mère. Il pensa à ses alliés. Le duc de Sully, l'ancien ministre d'Henri IV, était en disgrâce. Le prince de Condé était en exil. Le Parlement de Paris était divisé entre partisans et opposants de Concini. Non, il devait jouer plus finement. Il ne pouvait pas attaquer Concini de front. Il fallait l'affaiblir d'abord, créer des doutes, monter les gens contre lui. Bassompierre connaissait un imprimeur à Paris.
un homme discret qui publiait des pamphlets clandestins. Si ces lettres pouvaient être rendues publiques, si le peuple de Paris apprenait que leur roi bien-aimé avait été tué dans un complot orchestré par cet Italien arriviste. Mais il devait d'abord survivre assez longtemps pour atteindre Paris. C'est alors qu'il entendit les chiens, des molosses de chasse. Consigny avait lancé ses meilleurs traqueurs à sa poursuite. Bassompierre savait qu'à cheval, il laissait une piste facile à suivre. Il devait être plus malin. Il conduisit Tempête vers un ruisseau et le fit marcher dans l'eau pendant 1 kilomètre, effaçant les traces. Puis il l'attacha dans un bosquet et continua à pied. La forêt était dense, obscure. Chaque ombre semblait hostile. Chaque bruit le faisait sursauter. Les aboiements se rapprochaient. Il grimpa dans un vieux chêne et se cacha dans le feuillage. Juste à temps, les chiens arrivèrent, reniflant furieusement. Derrière eux, une douzaine d'hommes à cheval. Bassompierre reconnut Vitry qui menait la troupe. « Il ne peut pas être loin !» cria Vitry. « Feuillez partout, le maréchal veut sa tête avant l'aube. » Mais alors Vitry dit quelque chose qui glaça le sang de Bassompierre. « Et n'oubliez pas, la liste compte 6 noms. Nous en avons éliminé 2. Bassompierre serait le 3e. Il reste encore Leclerc, le père Mathieu et la dame. Sinon, il y avait donc 3 autres personnes en danger. Des gens qui savaient la vérité sur l'assassinat du roi. Bassompierre devait les prévenir. Mais lesquels d'abord? Et où étaient-ils? Leclerc, il connaissait. C'était un notaire qui avait travaillé pour Henri IV. Où vivait-il déjà? Ah oui, rue Saint-Antoine, près de la Bastille. Le père Mathieu, un prêtre? Il y avait tant de prêtres à Paris. Et la dame, qui était-elle? Les chiens perdirent la piste au niveau du ruisseau. Après 1 heure de recherche infructueuse, Vitry ordonna le repli. Nous reviendrons avec plus d'hommes au lever du jour. Il ne peut pas aller loin avec sa cheville blessée. Ils s'éloignèrent. Bassompierre attendit encore 1 heure avant de descendre de l'arbre. Chaque mouvement était une agonie. Sa cheville était enflée. Il avait faim, soif, froid, mais il devait continuer. Direction Paris, direction la vérité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il fuyait dans la forêt, à Paris, un autre meurtre venait d'avoir lieu. Leclerc, le notaire, avait été retrouvé mort dans son étude, étranglé. Sa maison mise à sac, tous ses documents disparus. Le 4e nom sur la liste venait d'être rayé. Il ne restait plus que 2 personnes qui connaissaient la vérité, Bassompierre et la dame. Et Consigny ne s'arrêterait pas avant de les avoir tous les 2 éliminés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nous sommes si proches de la fin de cette histoire incroyable. Mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Cliquez sur le bouton, activez la cloche, partagez cette vidéo avec vos amis. S'il vous plaît, aidez-nous à faire connaître cette histoire. Bassompierre atteignit Paris au lever du soleil. La ville s'éveillait lentement. Les marchands ouvraient leurs échoppes. Les boulangers enfournaient leur premier pain. L'odeur familière de la capitale, mélange de fumée, de nourriture et malheureusement aussi d'ordures, le réconforta étrangement. Mais il ne pouvait pas se montrer ouvertement. Consigny avait des yeux partout, il devait rester caché. Il se dirigea vers le Marais où vivait l'imprimeur, M. Gaspard Fournier. L'homme était un huguenot discret qui avait souffert sous l'Inquisition et qui n'aimait pas les puissants. Bassompierre frappa à la porte de derrière. 3 coups, une pause, 2 coups. Le signal convenu. La porte s'ouvrit prudemment. Fournier, un homme maigre aux cheveux gris, écarquilla les yeux en voyant Bassompierre, sale, blessé, l'air d'un fugitif. « Par tous les saints, colonel, que vous est-il arrivé? Laissez-moi entrer, vite, je suis poursuivi. » Dans l'atelier qui sentait l'encre et le papier, Bassompierre raconta tout. Fournier l'écouta de plus en plus horrifié. « Consigny, un complot pour tuer le roi, Seigneur Dieu. Vous devez imprimer ces lettres, dit Bassompierre en sortant les documents. Le peuple doit savoir, c'est notre seule arme contre Consigny. » Fournier examina les lettres. Ses mains tremblaient. Mais si Consigny découvre que c'est moi qui ai imprimé cela, il me fera exécuter, et pas proprement. Je sais ce que je vous demande, dit Bassompierre gravement. Mais pensez aux victimes.
Montmorency, Marguerite, Leclerc, et tous ceux qui vont suivre si nous ne l'arrêtons pas. Fournier hésita longtemps, puis lentement il hocha la tête. D'accord, mais il me faudra 2 jours pour tout imprimer. Revenez après-demain à minuit, les pamphlets seront prêts. 2 jours. Bassompierre avait 2 jours pour trouver la dame et la mettre en sécurité avant que les assassins de Concini ne la trouvent. Mais qui était-elle? Il passa en revue toutes les femmes qui gravitaient autour de la cour, les dames de compagnie, les duchesses, les épouses des ministres. Laquelle pourrait connaître le secret? Puis il se souvint. Marguerite, dans son journal, avait mentionné l'homme censé être mort. Quelqu'un que tout le monde croyait disparu lors du massacre. Quel massacre? Et soudain cela lui revint. 6 mois avant l'assassinat du roi, il y avait eu une embuscade sur la route de Fontainebleau. Un convoi royal avait été attaqué par des brigands. 3 personnes avaient été tuées, leurs corps brûlés jusqu'à être méconnaissables. Mais si l'un d'eux n'était pas vraiment mort, si c'était une mise en scène, Bassompierre alla consulter les archives du Parlement. En se faisant passer pour un clerc, il réussit à accéder au registre de l'embuscade. Les 3 victimes étaient un garde nommé Pierre Dulac, une servante appelée Marie Tessier et la comtesse Isabelle de Montpensier. La comtesse de Montpensier, une femme intelligente et influente, qui avait été très proche du roi Henri IV. Trop proche, disaient certains. Elle avait été sa confidente, peut-être même plus. Si elle n'était pas vraiment morte, si elle s'était cachée, elle saurait tout sur le complot. Mais où pourrait-elle se cacher? Une femme de la haute noblesse ne pouvait pas simplement disparaître. À moins que... Bassompierre se souvint d'une conversation des années auparavant. La comtesse avait une sœur cadette qui avait choisi la vie religieuse. Elle était devenue mère supérieure d'un couvent. Où était-ce déjà? Ah oui, le couvent de Port-Royal, au sud de Paris. C'était là qu'elle devait se cacher. Déguisée en nonne, elle serait invisible. Personne ne penserait à chercher une comtesse dans un couvent. Bassompierre quitta Paris immédiatement. Le couvent était à plusieurs heures de marche. Sa cheville le faisait terriblement souffrir, mais il continua. Chaque minute comptait. Il arriva à Port-Royal alors que les cloches sonnaient vêpres. Le couvent était un ensemble de bâtiments austères entourés de jardins paisibles. Des nonnes en habit noir marchaient en silence vers la chapelle. Bassompierre frappa à la porte. Une vieille sœur tourière ouvrit. « Mon fils, je dois parler à mère Catherine de Montpensier. C'est urgent. Une question de vie ou de mort. » La sœur hésita, puis hocha la tête et le fit entrer dans un petit parloir. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 50aine d'années entra. C'était bien la sœur de la comtesse. Bassompierre la reconnut. « Mère Catherine, je suis François de Bassompierre. Je dois parler à votre sœur. Je sais qu'elle est ici. » Le visage de la religieuse devint livide. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, des assassins la cherchent. Je veux la protéger, pas lui faire du mal. J'ai des preuves du complot qui a tué le roi. Mais j'ai besoin de son témoignage. » Un long silence. Puis, de derrière un rideau, une voix féminine s'éleva. « Laissez-le entrer, ma sœur. Si Bassompierre dit qu'il veut m'aider, je le crois. » Le rideau s'écarta et une femme apparut. Elle avait environ 40 ans. Belle, malgré l'habit de nonne qu'elle portait. Ses yeux gris étaient ceux d'une personne qui avait beaucoup souffert. « Comtesse Isabelle », murmura Bassompierre en s'inclinant. « Ce nom n'existe plus, dit-elle tristement. Je suis sœur Anne-Marie maintenant. Isabelle de Montpensier est morte dans cette embuscade. Vous vous souvenez? Racontez-moi ce qui s'est vraiment passé. » Elle s'assit, les mains croisées sur ses genoux, et commença son récit. Henri, le roi, m'avait fait des confidences terribles dans les derniers mois de sa vie. Il savait qu'on complotait contre lui. Il avait des preuves que certains nobles voulaient le remplacer par un régent plus malléable. Marie de Médicis, manipulée par Concini. Un soir, il m'a donné un document. Un testament secret dans lequel il nommait les conspirateurs et révélait leurs plans. Il m'a dit: « Si quelque chose m'arrive, vous devez faire en sorte que ceci soit rendu public. » Mais quelqu'un a découvert que j'avais ce document. Concini.
Il a organisé l'embuscade pour me tuer. Par chance, j'ai été prévenu quelques heures avant. J'ai mis en scène ma propre mort et me suis réfugié ici. Depuis, je vis dans la terreur. Je sais que si Consigny découvre que je suis vivante, il ne s'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvée. « Le document !» s'exclama Bassompierre. « Où est-il ?»« Ici, caché dans la bibliothèque du couvent. Avec lui et les lettres que vous avez trouvées, nous pouvons détruire Consigny. » Mais à cet instant précis, des cris éclatèrent dehors, des chevaux, des ordres aboyés, le bruit d'une porte enfoncée. « Ils sont là !» cria Mère Catherine. Par la fenêtre, Bassompierre vit des hommes armés envahir le couvent. À leur tête, Vitry, le capitaine des assassins. « Comment ont-ils su ?» s'écria Isabelle. Bassompierre comprit immédiatement. Fournier. L'imprimeur avait dû parler. Ou peut-être avait-il été un espion depuis le début. « Vite, le document !» Isabelle courut vers la bibliothèque. Bassompierre la suivit. Derrière eux, les hommes de Vitry déferlaient dans les couloirs, terrorisant les nonnes. La bibliothèque était une pièce haute de plafond, remplie de livres anciens. Isabelle grimpa sur une échelle, fouilla derrière une rangée de manuscrits et en sortit un rouleau de parchemin scellé à la cire rouge. Le testament d'Henri. Mais Vitry et ses hommes venaient de faire irruption dans la pièce. « Fin de la route, Bassompierre », dit Vitry avec un sourire cruel. « Donnez-moi ce document et peut-être que je vous tuerai rapidement. » Bassompierre dégaina son épée. À côté de lui, Isabelle serrait le parchemin contre sa poitrine. « Vous devrez nous tuer tous les deux, » dit-il calmement. « Et même alors, la vérité sortira. J'ai caché des copies partout. C'était un bluff. Mais Vitry ne pouvait pas le savoir. « Très bien, » dit Vitry. « Alors vous mourrez tous les deux, et je brûlerai ce couvent avec toutes ces nonnes à l'intérieur. Chaque mort sera sur votre conscience. » Il leva son épée. Ses hommes avancèrent. Et à cet instant, Bassompierre comprit qu'il n'y avait qu'une seule issue possible, une issue qui changerait le cours de l'histoire de France. Mais quelle était-elle? Et est-ce qu'ils ont survécu? La conclusion de cette histoire incroyable arrive dans le prochain bloc. Mais avant, je vous supplie, abonnez-vous. Nous sommes presque à la fin. Ne nous abandonnez pas maintenant. Cliquez sur le bouton rouge, activez les notifications, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous maintenant. Le moment était venu. Bassompierre et la comtesse Isabelle étaient acculés dans la bibliothèque du couvent face à Vitry et ses tueurs. La mort semblait inévitable, mais Bassompierre avait survécu à trop de batailles pour abandonner maintenant. Son esprit travaillait à toute vitesse, cherchant une solution, n'importe laquelle. Alors, un miracle se produisit. La porte de la bibliothèque explosa vers l'intérieur. Des soldats en uniforme royal se déversèrent dans la pièce, épée au clair. « Au nom du roi, jetez vos armes !» Vitry se retourna stupéfait. À la tête des soldats se tenait un jeune homme d'une quinzaine d'années, petit mais droit comme un i, le regard déterminé. Il portait les couleurs royales. C'était Louis XIII en personne. « Majesté !» balbutia Vitry. « Comment ? Silence, traître !» La voix du jeune roi était claire et autoritaire, bien au-delà de son âge. « J'ai tout entendu. Vos crimes, le complot contre mon père, les meurtres de Vincennes. » Comment le roi était-il arrivé là? La réponse était étonnante, car Louis XIII, malgré son jeune âge, n'était pas le pantin que Consigny croyait. Pendant des mois, il avait observé, écouté, compris que quelque chose n'allait pas à la cour. Il avait vu sa mère, Marie de Médicis, manipulée par cet Italien arrogant. Il avait entendu des rumeurs sur des meurtres mystérieux. Et quand Bassompierre avait fui Vincennes, Louis avait ordonné à ses hommes les plus loyaux de le suivre discrètement, de le protéger. Il l'avait escorté en secret jusqu'au couvent et le roi lui-même avait insisté pour venir. « Votre Majesté, » dit Bassompierre en s'agenouillant, « vous nous avez sauvé la vie. Relevez-vous, colonel, c'est vous qui m'avez sauvé le royaume. Sans votre courage, la vérité sur la mort de mon père serait restée cachée à jamais. » Les soldats enchaînèrent Vitry et ses hommes. Le capitaine des assassins tenta de protester. « Sire, vous ne comprenez pas. Nous agissions sur ordre de... »
Du maréchal Consigny, je sais, coupa Louis. Et il sera jugé lui aussi, ce soir même. Louis se tourna vers Isabelle qui se tenait toujours sur son échelle, le testament serré contre elle. « Madame la comtesse, vous pouvez descendre. Vous êtes en sécurité maintenant. » Isabelle descendit, étendit le parchemin au roi. Louis le déroula et lut. À mesure qu'il lisait, son visage pâlissait. Ainsi donc, c'était vrai, Consigny. Et ma mère savait. Le retour à Paris fut triomphal. Le peuple, informé de ce qui s'était passé, se massait dans les rues. Le nom de Bassompierre était sur toutes les lèvres, le héros qui avait démasqué les assassins du bon roi Henri. Au Louvre, Louis XIII convoqua Concino Consigny. Le maréchal arriva, arrogant comme toujours, ne se doutant de rien. « Votre Majesté m'a fait appeler ?»« Oui, monsieur Consigny, » dit Louis d'une voix glaciale, « pour vous arrêter pour haute trahison, complot d'assassinat et meurtre multiple. » Le visage de Consigny devint blême. « C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve. » « Au contraire. » Bassompierre entra, portant les lettres, puis Isabelle avec le testament. Puis Fournier l'imprimeur, qui finalement n'avait pas trahi, mais avait été arrêté par les hommes de Consigny avant de pouvoir finir l'impression. Et enfin, un dernier témoin que personne n'attendait, Léonora Galigaï, l'épouse de Consigny, qui avait décidé de tout révéler pour sauver sa propre vie. Sous les yeux de la cour rassemblée, la vérité éclata dans toute son horreur. Consigny avait bien orchestré le meurtre d'Henri IV, mais ce n'était pas lui qui avait eu l'idée. C'était Marie de Médicis elle-même. Elle en avait assez d'être une épouse délaissée, jalouse des maîtresses du roi. Elle voulait le pouvoir pour elle seule. Consigny avait organisé le complot, recrutant Ravaillac et le manipulant. Quand le roi fut mort, il fallait éliminer tous les témoins, d'où les meurtres de Vincennes. Montmorency savait, Marguerite avait vu, le clerc avait des documents, et Isabelle possédait le testament accusateur du roi. Tous devaient mourir pour que le secret reste enfoui. Louis XIII écouta tout sans un mot, puis il se leva. « Concino Consigny, je vous condamne à mort pour haute trahison. Vous serez exécuté demain à l'aube. » Consigny s'effondra. Ses supplications ne servaient à rien. « Et ma mère ?» demanda Louis, la voix tremblante pour la première fois. Le silence tomba sur l'assemblée. Que faire de Marie de Médicis? C'était la reine-mère. La condamner serait un scandale sans précédent. Bassompierre s'approcha du jeune roi. « Sire, permettez-moi une suggestion, l'exil. Envoyez-la loin de Paris, dans un château isolé. Elle y vivra, mais sans pouvoir, sans influence. Ce sera une mort vivante. » Louis réfléchit longuement, puis hocha la tête. Qu'il en soit ainsi. Le lendemain, Consigny fut exécuté place de Grève. Une foule immense assista à sa mort. Certains pleurèrent de joie, d'autres de soulagement. La terreur était finie. Marie de Médicis fut envoyée au château de Blois où elle passa le reste de ses jours, seule et oubliée. Isabelle de Montpensier retourna à son couvent. Elle avait retrouvé son nom et sa réputation, mais elle choisit de rester sœur Anne-Marie. « J'ai trouvé la paix ici », dit-elle à Bassompierre. Quant à Bassompierre lui-même, il devint l'un des conseillers les plus proches de Louis XIII. Le roi lui donna des terres, des titres, mais surtout sa confiance. Les années passèrent. Louis XIII devint un grand roi. La France prospéra. Mais lui et Bassompierre n'oublièrent jamais les terribles événements de 1610. Parfois, tard dans la nuit, ils se promenaient ensemble dans les jardins du Louvre et parlaient de ces jours sombres. « Vous m'avez sauvé d'un destin terrible », disait Louis. « Sans vous, je serais resté un pantin entre les mains de ma mère et de Consigny. »« Non, sire », répondait toujours Bassompierre, « c'est vous qui nous avez sauvés. » Un roi qui arrive au bon moment avec ses soldats, c'est ça le vrai courage. Et le château de Vincennes, il resta debout, témoin silencieux de ces horreurs. Même aujourd'hui, dit-on, les visiteurs qui se promènent dans le donjon la nuit entendent parfois des murmures, des plaintes, les âmes de Montmorency, de Marguerite, du clerc et de tous les autres qui sont morts pour que la vérité soit révélée. Car le château se souvient, la pierre se souvient. Et maintenant, vous aussi, vous vous souviendrez de cette histoire terrible et vraie des assassinats cachés du château de Vincennes.
Merci, merci du fond du cœur de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de France. Cette histoire de courage, de trahison, de meurtre et finalement de justice nous rappelle que la vérité, même cachée pendant des siècles, finit toujours par émerger. N'oubliez jamais, l'histoire n'est pas juste ce qu'on trouve dans les livres officiels. C'est aussi ces histoires cachées, ces secrets murmurés, ces crimes dissimulés que nous devons révéler pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et maintenant, je vous en supplie une dernière fois, abonnez-vous à cette chaîne. Si cette histoire vous a plu, si vous voulez entendre d'autres récits comme celui-ci, nous avons besoin de votre soutien. Cliquez sur le bouton rouge. Activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec vos amis, votre famille, sur vos réseaux sociaux. S'il vous plaît, ne partez pas sans vous abonner. Nous travaillons si dur pour vous apporter ces histoires incroyables et nous ne pouvons continuer que grâce à vous. Chaque abonnement compte, chaque partage nous aide. Abonnez-vous maintenant. Je vous en supplie. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville nous regardez-vous? Que pensez-vous de cette histoire? Connaissiez-vous ces événements? Merci, merci infiniment, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous glacera le sang.